on a du coup Marjorie et Pauline qui sont des proches du MOVE. Donc, le MOVE, je ne l'ai pas dit, c'est le mouvement des entrepreneurs sociaux. Qui connaît dans la salle là, déjà le MOVE? Levez la main. Un petit peu, ok. Ouais. Alors, le mouvement des entrepreneurs sociaux fédère plus de 1000 entrepreneurs sociaux partout en France. C'est un mouvement, un réseau. Et il y a plusieurs localités, plusieurs territoires. Et donc, moi, je représente le Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté. Et donc, on a des experts qui sont assez proches de nous pour accompagner les entrepreneurs, notamment Marjorie et Pauline pour Strasbourg. Parce que là, c'est 100% Strasbourg. Et donc, je vais les laisser se présenter parce qu'elles ont plein de choses à nous dire sur cette thématique-là. Et ensuite, je prendrai la parole pour continuer le plan. Donc, Marjorie, Pauline, une petite présentation. Oui, bonjour Marjorie. Pardon. Pauline, ou je te… Je te disais, vas-y. Donc Marjorie Béreza, je suis avocate depuis 17 ans à Strasbourg. J'ai un diplôme de conseil pour les entreprises, donc j'accompagne l'entrepreneur au sens large dans la naissance de son entreprise, la vie de son entreprise et aussi la fin. Alors la fin positive sur la transmission et la fin un peu moins positive quand il y a vraiment des difficultés et aussi pour l'aider à dépasser ces difficultés-là. Donc voilà, à votre disposition. Et puis, on va voir ce qu'on peut faire actuellement par rapport aux mesures annoncées par le gouvernement. Donc, Pauline, moi, je suis juriste fédérale chez Crésus. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Crésus, on est une association qui aide les personnes en surendettement particuliers et professionnels. On va aussi accompagner des petites entreprises dans leurs difficultés financières. Pour me présenter, donc moi j'étais avocate en droit du travail avant. Je travaillais pour un cabinet qui faisait que du conseil employeur. J'ai décidé de quitter cet emploi pour aller travailler dans le social et dans le SS. Du coup, j'ai une formation en droit du travail, c'est pour ça que je verrai plus les mesures du type activité partielle. Et voilà, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Et donc, avant de passer au contenu, moi, j'ai deux informations à vous donner. La première, c'est que ce webinaire est enregistré grâce à la fonctionnalité Zoom. Et moi, ça me permet de le partager à ceux qui n'ont pas pu participer, parce que là, je vois qu'on est 29 participants, mais j'avais 44 inscrits. Donc, je vais leur envoyer à la fin la captation. Et aussi, ça permet à chacun de le retrouver sur le site du MOVE. S'ils n'ont pas pu participer, il y avait un autre webinaire, etc. Donc, comme ça, vous avez l'information. De toute façon, je vous trouve très beau derrière vos écrans, donc ne vous en faites pas. Et les questions et les réponses vont permettre à certains aussi d'augmenter leur masse de connaissances. Donc, c'est positif. Et une dernière chose, c'est que je vais utiliser la fonction partage d'écran. Mais vous pouvez poser vos questions par écrit là en bas dans le module Converser. Si vous allez en bas de votre page, il y a le module Converser et je suis la personne qui est en charge de choper toutes les questions qu'il y a au vol pour les retransmettre à nos experts. Donc, n'hésitez pas à écrire vos questions. On prendra un moment dédié à la fin de la présentation de Marjorie et Pauline. Est-ce que ça vous va? Oui? Super. Eh bien, Marjorie et Pauline, je vous partage votre présentation et c'est à vous. Je vais commencer, voilà, avec ce qui est tout chaud, tout frais sorti. Donc, il y avait deux mesures phares. La première, c'était pour le fonds d'aide aux entrepreneurs ou aux entreprises. C'est le fonds de solidarité, voilà, qui a été créé par l'ordonnance du 25 mars 2020. C'est un texte, alors cette ordonnance, elle était très succincte. Par contre, le décret qui est sorti hier et qu'on a pu étudier ce matin est déjà un peu plus détaillé sur les conditions d'ouverture de cette aide. Alors, le principe, c'est un fonds qui est étatique et les régions peuvent abonder également et offrir une indemnisation complémentaire aux entreprises. Voilà. On peut passer au fichier suivant. Voilà. Alors, je rentre tout de suite dans le dur.
les conditions. Donc, c'est pour les entrepreneurs même récents. Donc, si vous avez créé votre entreprise avant le 1er février 2020, vous êtes éligible. Il ne faut pas avoir déposé une déclaration de cessation des paiements avant le 1er mars 2020, avoir un nombre de salariés au maximum de 10, un chiffre d'affaires hors taxe inférieur à 1 million d'euros sur le dernier exercice clos. Il y a un dispositif pour ceux qui n'ont pas clôturé au 31 décembre ou avant le 1er mars qui permet de calculer ce critère-là sans se référer à un bilan en bonne et due forme. Et en outre, avoir eu un bénéfice imposable inférieur à 60 000 euros. Attention, si vous êtes en structure du type SAS, le bénéfice, il faut le retraiter. Il faut rajouter au bénéfice, donc qui est en bas de votre liasse, le montant des sommes versées aux dirigeants. Alors, quand il mentionne les sommes versées, ce n'est pas que la partie salaire, entre guillemets, c'est aussi, à mon sens, les charges sociales. Là, ça vise les personnes qui sont éligibles au fonds. Donc, ce sont les très petites entreprises. Ensuite, les personnes physiques ou les personnes morales, donc les sociétés, mais associations aussi, bénéficient de ce fonds. Il ne faut pas que ceux qui les animent, en général, avoir été titulaire d'un contrat de travail à temps complet ou bénéficier d'indemnité journalière de la sécurité sociale pour une somme supérieure à 800 euros entre le 1er et le 31 mars 2020. Puisque ce dispositif est destiné aux entrepreneurs qui n'ont pas d'autres possibilités de prise en charge. Si vous avez un contrat de travail à temps complet, il y a ce que Pauline va vous détailler ultérieurement, il y a le chômage partiel qui peut éventuellement être ouvert à vous. La même chose, les indemnités journalières de sécurité sociale, c'est ceux qui ont bénéficié notamment du dispositif garde d'enfants. Et qui auraient à ce moment-là, au titre de ce dispositif-là, perçu une somme supérieure à 800 euros. Donc, si vous n'avez pas perçu les 800 euros, vous êtes quand même éligible. Les structures ne doivent pas être contrôlées par une société commerciale, mais si c'est le cas, si vous avez une société mère, attention, les conditions d'éligibilité en termes de chiffre d'affaires, de bénéfices et de nombre de salariés sont appréciées au niveau du groupe. Et il ne faut pas être en difficulté au sens de l'article 2 du règlement UE. En gros, il faut être à jour de ses cotisations sociales et impositions au 1er mars. Éloi, on peut passer à la... Ça marche. S'il vous plaît. Voilà. Voilà. Cette aide est d'un maximum de 1 500 euros de base, c'est-à-dire hors aide des régions. Mais si votre perte de chiffre d'affaires... Alors, je pense qu'on a loupé Je te remets voilà, celle d'avant. Voilà. Ouais, je pense qu'il faut remonter. Celle-là? Oui, c'est ça. Excusez-moi, voilà. Donc, les conditions d'ouverture, outre les critères de chiffre d'affaires, de disposition de salariés et autres, ce sont pour les entreprises qui ont soit été fermées au titre des décrets adoptés au 13 et au 23 mars en dernier lieu par le gouvernement. Donc, faut se renvoyer, je vous renvoie au décret du 23 mars 2020, numéro 2020-293, qui fixe dans les articles 8 et 9 les entreprises qui ont fait l'objet d'une fermeture administrative nationale. Sans compter, si vous êtes, par exemple, sur les marchés, il y a eu des fermetures administratives locales. Donc là aussi, vous faites partie de ce dispositif-là. Sur cette condition-là, vous n'avez pas de condition de perte de chiffre d'affaires, de quantum de perte de chiffre d'affaires, si vous avez fait l'objet d'une fermeture administrative. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc,
si vous n'avez pas fait l'objet d'une fermeture administrative, je pense que cette fermeture administrative serait vue comme totale, c'est-à-dire pour ceux qui ont une activité de restauration et qui ont pu faire des livraisons, ils ne sont pas dans une fermeture administrative totale. Enfin, à voir. On est dans le flou encore sur cette condition-là. Et donc, peut-être que ne remplissant pas la condition de fermeture administrative totale, il devrait avoir subi, pour bénéficier de ces 1 500 €, d'une perte de chiffre d'affaires d'au moins 70% entre le 1er mars et le 31 mars 2020. On calcule comment ces 70% par rapport au chiffre d'affaires de mars 2019. Et on aide pour les entreprises qui n'ont pas été, qui ont été créées après le 1er mars 2019, on compare par rapport à la moyenne du chiffre d'affaires sur la période d'ouverture, donc jusqu'au 29 février 2020, normal. Et quand il concerne les personnes physiques qui auraient été en congé maladie, accident du travail ou maternité en mars 2019, ou pour les personnes morales, quand le dirigeant a bénéficié de ces arrêts de travail par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période du 1er avril 2019 au 29 février 2020. Donc c'est un petit peu complexe. Il faut à chaque fois vérifier dans quel cas vous correspondez. Soit fermeture administrative, auquel cas vous ne posez pas la question du seuil de 70% de baisse de chiffre d'affaires, soit vous n'avez pas une fermeture administrative et il va falloir reprendre votre comptabilité. Alors, soit votre expert comptable peut vous le faire, soit vous pouvez vous référer aux déclarations TVA. Si vous êtes assujetti aux déclarations mensuelles de TVA, ça peut être un bon référentiel. On peut passer à la fiche suivante. Donc, cette aide, c'est si vous avez une perte de chiffre d'affaires, donc de plus de 1 500 € au maximum, et c'est vu comme forfaitaire par le décret, vous avez 1 500 €. Si vous avez une perte inférieure à 1 500 €, on ne vous donnera pas les 1 500, ça sera au réel. Hein. Pour monter sur la fiche précédente, Éloi ? Pardon. Celle-ci. Promis, voilà. Non. Non, ouais. Celle-là. Éloi, je crois que tu as supprimé la… Mais non. Ah, pardon. Celle-ci, pardon. Voilà, c'est ça. Outre cette aide de 1 500 maximum, donc il y a une aide complémentaire de 2 000 € qui est soumise aux mêmes conditions que l'aide de 1 500, donc ça s'ajoute. Plus encore, il va falloir démontrer que vous êtes employeur d'au moins une personne, donc vous avez un contrat de travail, que vous… Alors, Éloi, on a aussi… Oui. Que vous êtes susceptible, voilà, vous n'avez pas pu obtenir un prêt d'un montant raisonnable dans un délai de 10 jours auprès de votre banque. Donc, il faut faire la demande déjà de prêt de trésorerie auprès de votre banque pour pouvoir bénéficier de cette aide complémentaire. Et il faut montrer aussi que vous êtes susceptible, sans cette aide-là, d'être en cessation des paiements dans le mois. Voilà. Et donc, la demande, cette fois-ci, se fait est étudiée via le conseil régional, mais les deux aides sont à formuler via le site internet des impôts dans l'espace personnel et dans la messagerie. C'est pas très cohérent parce que c'est lié à votre activité, donc c'est pas l'espace professionnel d'impôtgouv.fr, mais c'est l'espace personnel. Donc pour les sociétés, c'est un petit peu déstabilisant, mais vous avez dans la messagerie un objet particulier qui est aide Covid-19. Deuxième dispositif qui a été annoncé par le gouvernement, c'est le report des factures d'eau, de gaz, d'électricité et également la partie loyer.
Alors, en ce qui concerne les fournitures d'énergie et de fluide, c'est notre ordonnance du 25 mars 2020 qui soumet cette possibilité de suspension aux mêmes conditions que je vous ai détaillées tout à l'heure pour l'aide de 1 500 €. Donc, ce dispositif interdit aux fournisseurs d'eau, de gaz et d'électricité de suspendre, de réduire ou d'arrêter carrément la fourniture de ces fluides. Et il faut faire une demande express auprès de chacun des fournisseurs de report d'échéance sans pénalité ni frais ni indemnité quelconque. Donc, les factures qui sont purement et simplement reportées, mais il va falloir que vous preniez position sur quand vous allez les régler, à quelle hauteur. Et cela ne concerne que les factures exigibles entre le 12 mars 2020 et la fin de l'état d'urgence. Exigibilité n'est pas la date de la facture, c'est à payable le. Quand c'est mentionné sur la facture peut être du 1er mars, mais si elle est exigible le 15, c'est bon. Voilà. En ce qui concerne les loyers, contrairement à ce qu'on a annoncé, ce n'est pas une suspension de l'exigibilité des loyers de plein droit. Le gouvernement a demandé aux organismes publics qui seraient bailleurs d'être très souples sur ça. Par contre, pour tout ce qui est bailleurs privés, vous n'avez pas de droit des suspensions de loyer. Le dispositif de l'ordonnance se limite simplement à interdire l'application de pénalités financières, d'intérêts de retard, de dommages à intérêts, d'astreintes et l'exécution d'une clause résolutoire ou l'activation des garanties ou de la caution, donc dépôt de garantie ou cautionnement, pendant la période de l'état d'urgence et jusqu'à 2 mois qui suivent la cessation de l'état d'urgence sanitaire. Donc, ça ne concerne que les loyers charges exigible entre le 12 mars 2020 et l'expiration de ce délai-là, mais ça n'empêche pas un bailleur de vous signifier un commandement de payer. Attention, il pourra vous le signifier et l'utiliser éventuellement si, à l'issue de l'état d'urgence, vous ne régularisez pas les loyers. Donc, ce n'est vraiment pas un blanc-seing à ce sujet. Donc, je me permets d'être assez clair sur ce sujet. Pour les loyers, on a aussi les dispositifs de droit commun, c'est-à-dire avant que le Covid frappe la France, on a un code civil qui prévoit les cas de force majeure ou d'autres dispositions qui peuvent vous aider aussi. Donc, ce serait pour les situations d'entreprises ou d'entités qui ne seraient pas éligibles au titre de l'ordonnance précédente. Donc, soit vous exercez une activité commerciale et votre local est interdit d'ouverture. Dans ces cas-là, on a une jurisprudence assez claire qui dit que effectivement, une épidémie ou une pandémie comme le Covid-19 est susceptible de vous permettre d'échapper au règlement du loyer et des charges. Attention, il faut quand même que vous regardiez votre bail pour voir s'il n'y a pas une procédure contractuelle à respecter avec des délais, des formes particulières. À défaut de clauses spécifiques dans votre contrat, donc s'il vise simplement la force majeure sans la décrire, vous avez le droit de notifier au bailleur, c'est-à-dire en faisant un courrier recommandé avec accusé de réception, et de faire état de cette pandémie au Covid, d'expliquer aussi en quoi le local en soi est inaccessible ou inexploitable à raison de cette pandémie, et de demander effectivement le non-règlement, prendre position sur le non-règlement du loyer et des charges locatives tant que l'accès au local ne vous sera pas permis pour exercer votre activité.
si vous pouvez quand même accéder et avoir une activité résiduelle au titre de votre lieu d'exploitation, ou si c'est rendu plus onéreux, c'est-à-dire que vous êtes soumis à des mesures d'ordre sanitaire qui sont coûteuses pour protéger par exemple vos salariés. Dans ce cas-là, on ne peut pas invoquer la force majeure puisque vous n'êtes pas totalement privé de la jouissance de votre local. Il faut quand même que vous vérifiez dans votre bail si vous n'avez pas une clause d'imprévision qui serait contractuelle, sachant que, attention, cette imprévision n'est applicable que pour les baux conclus ou renouvelés à partir du 1er octobre 2016. Avant, on n'a pas le droit à l'imprévision, voilà, parce que le droit français ne le permettait pas, sauf toujours clause contraire, mais dans 99,99% des baux antérieurs au 1er octobre 2016, il n'y avait pas de clause d'imprévision. Voilà. À partir de ce 1er octobre 2016, même pour un bail ancien, plus de 9 ans que vous avez renouvelé après le 1er octobre 2016, regardez s'il y a une clause qui vous permet en fait de renégocier avec votre bailleur les loyers parce que vous avez une exploitation qui est beaucoup plus difficile ou onéreuse pour vous. Et attention, cette imprévision donc, permet une renégociation, mais ne vous dispense pas du règlement des loyers. Donc, ce n'est pas la panacée. Et je passe la parole à Pauline pour l'activité partielle. Donc, on va revenir sur le régime d'activité partielle, on va dire spécial Covid-19, parce que, alors je ne sais pas, je pense que vous connaissez déjà au moins de nom le régime à l'origine. On parle du chômage partiel. Activité partielle, c'est juste le terme qui est utilisé par le code du travail. L'idée de l'activité partielle, c'est lorsque l'employeur va avoir… Donc là, on est vraiment sur une question de salarié. Ça va vraiment… On va revenir un peu sur les conditions, mais l'idée, c'est de permettre à un employeur qui ne peut plus donner de travail à ses salariés. Donc, ça va être soit dans le cas, on reviendra dessus, un employeur qui est concerné par un arrêté de fermeture, mais ça peut aussi être une entreprise qui est confrontée à une baisse d'activité, à des difficultés d'approvisionnement. Et l'idée, donc, c'est de permettre aux salariés de percevoir une rémunération alors qu'il est dans l'impossibilité de travailler, avec un reversement par l'État d'une certaine somme pour payer cette rémunération. Donc, je disais le régime activité partielle spécial Covid. Pourquoi ? Parce qu'on a un régime qui existe déjà dans le droit commun, mais aujourd'hui, et vu les difficultés qui sont ouvertes avec la situation, l'État a tout fait pour éviter les fermetures et surtout les licenciements. Et donc, pour compenser l'absence d'activité, l'absence éventuelle de chiffre d'affaires, à faciliter le recours à l'activité partielle. Donc, qui peut bénéficier de l'activité partielle ? Donc, par entreprise, j'entends toute personne employeur, c'est vraiment un terme générique. Ça peut être une association, ça peut être une société, ça peut être quelqu'un qui exerce en nom propre. Donc, ça va être les gens qui sont concernés par les arrêtés de fermeture. Donc là, de droit, vous avez droit au régime d'activité partielle. Ensuite, on a les autres entreprises qui ne vont pas être concernées par ces arrêtés de fermeture, mais qui vont être confrontées à une baisse d'activité ou alors à des difficultés d'approvisionnement en lien avec le coronavirus. Pour ces entreprises-là, une deuxième condition à remplir, il faut bien que ce soit impossible de faire travailler les salariés. L'idée, c'est quoi ? Alors, si vous voulez, je ne sais pas, Éloi, comment on peut partager des documents, mais le gouvernement a mis en place un espèce de petit schéma, j'aurais pu le mettre sur le PowerPoint. En gros, l'idée, c'est premièrement, est-ce que vous êtes concerné par un arrêté de fermeture ? Oui, non. Oui, c'est bon, vous pouvez en bénéficier. Si vous n'êtes pas concerné, donc, est-ce que vous avez une baisse d'activité ou des difficultés d'approvisionnement ? Oui, non. Sinon, bien évidemment, vous n'avez pas le droit à l'activité partielle. Par contre, si vous avez bien une baisse d'activité ou des difficultés d'approvisionnement, il va aussi falloir démontrer… Alors, pour le coup, à aujourd'hui, les directs, donc ça, c'est l'inspection du travail qui traite les demandes, vont être plutôt souples. Attention, et je reviendrai dessus tout à l'heure, il va y avoir des contrôles a posteriori. Il va falloir pouvoir développer le fait qu'il n'est pas possible de mettre en place un télétravail ou le travail sur place, mais avec la mise en place des gestes barrières, donc avec 1 mètre de distance, etc.
Aujourd'hui, nous, ce dont on a pas mal entendu parler, j'avais entendu parler d'un cas, c'était un cabinet d'expertise comptable qui a mis une partie de son personnel en activité partielle et qui s'est fait reprocher par la directe le fait qu'il pouvait mettre en place le télétravail. Pour être très honnête, je ne sais absolument pas comment cette histoire s'est terminée. En tout cas, et vous le verrez dans le cadre de la demande, il va falloir argumenter et surtout s'aménager des preuves. Je reviendrai dessus. L'indemnisation qui est prévue dans le cadre de l'activité partielle, c'est quoi? Alors, c'est 70% de la rémunération horaire brute par heure chômée. Moi, je vous conseille de raisonner vraiment par heure. Ça va avoir un impact sur le fait qu'on a 100% de la rémunération qui est conservée par les salariés au SMIC. Alors, je m'explique et j'essaye d'être claire et je m'excuse si je ne le suis pas. 70% de la rémunération horaire brute par heure chômée. Pourquoi? Parce que vous pouvez mettre quelqu'un en activité partielle seulement pour une partie de ses heures de travail. Ça veut dire que j'ai un salarié qui est embauché à 100%, vous pouvez le mettre en activité partielle qu'à 50%. Par exemple, parce qu'il y a 50% du travail qui peut être réalisé en télétravail et l'autre pourcentage qui n'est pas réalisable en télétravail. Donc, l'État, en fait, va verser pardon, il faut que je parle plus lentement. L'État va verser à l'employeur 70% de la rémunération horaire brute. C'est un vrai pas dans le cadre de l'activité partielle parce qu'avant, l'employeur était obligé de verser les 70% de la rémunération horaire du salarié, mais par contre, il recevait de l'État qu'un pourcentage de ces 70%. Aujourd'hui, l'État s'est engagé et c'est confirmé par le décret qui est sorti le 25 mars. L'État va rembourser l'employeur de tout ce qu'il verse aux salariés dans la limite de 70% de la rémunération horaire. Un point assez important, c'est que pour les personnes au SMIC, celles-ci vont recevoir normalement 100% de leur rémunération horaire. Pourquoi? Parce que l'allocation qui est versée par l'État, elle doit être d'un minimum de 8,03 €, ce qui correspond au SMIC. On peut se poser la question d'accord, mais du point de vue du salarié, qu'est-ce qu'il reçoit? Alors, obligation de verser 70% de la rémunération horaire brute, ça c'est clair. Par contre, des accords d'entreprise peuvent prévoir que l'intégralité de la rémunération sera versée. On a eu une précision par rapport à ça aujourd'hui. Alors, ce n'est pas encore dans les décrets, mais c'est sur le site de l'URSSAF. Quand l'employeur va décider volontairement de verser tout le salaire du salarié, ce salaire va être exonéré de charges sociales. Donc, ne vont être prélevés uniquement la CSG-CRDS, on est en gros sur 7%, et les cotisations maladie, là, c'est uniquement réservé au droit local d'Alsace-Moselle. Éloi, tu peux passer à la diapositive. Il y a pas mal de questions déjà qui arrivent. Du coup, moi, je suis en train de les collecter et on va se tenir à terminer cet échange à 17 h parce qu'on s'était engagé 1 heure. Mais c'est cool si on a un peu le temps d'avoir un moment d'échange, puis il y a plein de questions. Mais encore 3 slides. J'ai bientôt terminé. En plus, je crois que celle d'après, c'est une copie de celle d'avant. Donc, c'est la dernière. Du coup, en pratique, la démarche, c'est quoi? C'est déclarer sur le site, alors vous trouverez sur le PowerPoint le lien vers le site, déclarer l'activité partielle des salariés. Alors, avant, il fallait toujours faire la déclaration avant la mise en activité partielle. Ça, c'est le régime classique. Ce régime a été modifié pour prendre en compte les spécificités du Covid et les entreprises qui ont été fermées directement. Donc, la déclaration doit être faite dans un délai de 30 jours à compter de la mise en activité partielle. Dans cette déclaration, il faut préciser le motif du recours. Donc, il faut préciser circonstances exceptionnelles plus coronavirus. Il faut préciser les circonstances détaillées et la situation économique à l'origine de la demande d'activité partielle. Moi, dans ce cadre-là, je préciserai également pourquoi je ne peux pas mettre en place le télétravail et pourquoi je ne peux pas mettre en place les gestes barrières. Il faut déclarer la période prévisible de sous-emploi qui peut s'étendre jusqu'au 30 juin 2020 dès aujourd'hui, le nombre de salariés concernés et le nombre d'heures chômées. Ensuite, la directe, elle a 48 heures pour vous répondre. Si elle ne vous répond pas sous 48 heures, ça veut dire qu'il y a une décision implicite d'accord de la prise en charge. Alors, normalement, l'État s'est engagé à un versement de l'allocation d'activité partielle sous 12 jours. Alors, on verra ce que ça donnera. En tout cas, ça devrait être assez rapide. Je tiens quand même
à vous préciser qu'il faut faire attention sur l'activité partielle parce que, par principe, je pense que les directs, donc l'inspection du travail, vont accepter très facilement ces demandes. Par contre, comme je vous le disais tout à l'heure, elles vont revenir, elles vont pouvoir faire des contrôles a posteriori. Donc, aménagez-vous des preuves sur le fait que, par exemple, il y a eu une diminution de commande ou sur le fait que le télétravail n'est pas possible. Pourquoi? Parce que derrière, si la directe revient sur sa décision, vous devrez rembourser les sommes qui ont été versées par l'État et éventuellement, vous pourriez avoir une interdiction de perception d'aide de l'État pendant 5 ans. Voilà pour le régime de l'activité partielle. Et je crois que la diapo d'après, c'est la même. C'est ça, tu peux la supprimer, Éloi, désolée. Pas de souci. Donc, il y avait cette dernière slide aussi. Mais du coup, je pense qu'on peut passer à notre moment d'échange et de questions. J'ai vu qu'il y en avait pas mal et merci à ceux qui en ont posé. Du coup, Marjorie, pendant que Pauline parlait, je t'ai envoyé une question. Est-ce que tu pourrais relire cette question et donner ta réponse, s'il te plaît? Alors, c'était Cécile, non, c'était… Je te l'ai envoyé en privé normalement. Tu ouais, as juste à… Alors, Éloi, c'est juste que dans la liste, il faut que je la retrouve. Donc, je suis matriculée en… Non, c'est pas… oui, je suis matriculée en micro-entreprise depuis juin 2019. J'ai été sous-couveuse d'entreprise en mars 2019. Suis-je éligible à l'aide de 1 500 € si mon chiffre d'affaires a subi 70% de pertes? C'est bien cette question-là? C'est ça. Voilà. J'ai demandé ce matin à HSBC, une des banques de mon pool bancaire, si je pouvais bénéficier d'un report du versement de capital de 6 mois, ce qui apparaissait dans un courrier de leur direction. Mon interlocutrice m'a répondu que comme je suis en phase de prêt sans remboursement de capital, intérêt intercalaire, donc mes prêts ne sont pas décalables, est-ce correct ou mon interlocutrice se trompe-t-elle? Alors, il y a deux aspects. Il y a l'aspect de l'aide de 1 500 € de l'État pour la perte de chiffre d'affaires. Donc, dans la mesure où vous aviez une activité qui existait depuis mars 2019, alors en couveuse, est-ce que vous receviez des fiches de paye ou est-ce que vous aviez simplement une aide logistique et est-ce que vous aviez un vrai bilan sur cette période-là? Auquel cas, c'est ce chiffre d'affaires de mars 2019 qui va être servir de référence. Si vous étiez en sorte de portage salarial pendant quelques mois, vous avez quand même la possibilité d'avoir un calcul, non pas sur le mois de mars 2019, mais sur les chiffres d'affaires qui ont été générés après cette période de portage. Donc, oui, vous êtes susceptible de rentrer dans les fourches codines de cette aide de 1 500 € d'une part. D'autre part, vous me parlez des crédits et du report des échéances de crédit bancaire. Là aussi, il y a eu beaucoup d'effets d'annonce. Les banques sont poussées à faire des efforts, mais ce n'est que sur la base d'un accord entre la banque et vous. Donc, ce courrier de la direction est un courrier générique qui vous donne, qui n'est pas vraiment créateur de droit en lui-même. Dans la mesure où vous avez déjà un crédit, où vous êtes en franchise d'amortissement, hein, quand vous me dites vous payez des intérêts intercalaires, effectivement, le crédit n'a pas encore commencé à être remboursé en termes de capital. Donc, c'est pour ça qu'ils sont peut-être un peu frileux pour vous donner un report de cette période de franchise. Donc, vous pouvez soit demander un crédit de trésorerie, enfin, un découvert en compte courant ou l'augmentation de votre découvert en compte courant, soit un nouveau crédit garanti par l'État. Ces deux possibilités existent. Mais là encore, les banques font ce qu'elles souhaitent. Effectivement, quand on sait qu'en cas de défaillance, on a 90% de l'argent prêté qui sera remboursé, c'est assez rassurant pour une banque, mais tout dépend de votre prévisionnel, de vos chances de rembourser ces sommes, et on ne peut pas obliger une banque à fournir un crédit. Donc, allez négocier avec des éléments tangibles, comptables, un prévisionnel, le bilan éventuellement 2019, si vous avez clôturé au 31 décembre 2019,
pour montrer votre sérieux et votre capacité en temps normal à rembourser vos échéances. Cécile, je vous ai repéré dans la masse parce que vous leviez votre pouce. Apparemment, c'est votre question. Je vous ai désactivé votre micro si vous voulez compléter. Oui, merci. Oui, moi, j'avais posé la question sur la micro-entreprise immatriculée en juin 2019. J'avais un doute sur le fait d'être éligible puisque la couveuse d'entreprise à laquelle j'étais rattachée pendant 2 ans, que j'ai eu ce matin au téléphone, a émis un doute sur le fait que je puisse bénéficier de cette aide de 1 500 € pour perte de 70% de chiffre d'affaires en mars, du fait que j'avais le statut de demandeur d'emploi, puisque quand on est sous couveuse d'entreprise, on est demandeur d'emploi. Malgré le fait que j'ai fait du chiffre d'affaires en mars 2019 et qu'aujourd'hui, le constat est de 70% de perte, voire plus, il n'est pas certain que je rentre et l'ensemble des autres micro-entrepreneurs qui sont dans mon cas rentrent dans le cadre du remboursement, enfin du versement de l'aide. Donc, il n'y a rien de sûr. Hein. Le décret ne vise pas les personnes sans emploi. Il vise les personnes qui ont un contrat de travail et les personnes qui ont des IJSS. Donc, alors, quand on est couveuse d'entreprise, on n'a pas de contrat de travail, vous le savez mieux que moi. Là. OK. Et IJSS, je ne sais pas ce que c'est. Ah oui, les indemnités journalières. Maladie, arrêt maladie. C'est les indemnités de la sécurité sociale, l'indemnité journalière de la sécurité sociale. Donc, okay. Donc attention, votre cas n'est pas visé, mais n'est pas exclu. Rien de moins sûr. Mais rien n'est sûr parce que, de façon générale, Pauline et moi, on s'arrache les cheveux sur la lecture de ces dispositifs. Ouais. Ils sont faits à la va-vite et du coup, vous êtes de bonne foi en le demandant parce que vous n'avez pas clairement le décret qui vous exclut du dispositif. Après, dans l'esprit du dispositif, c'est quand on n'a plus rien d'autre comme aide. Donc, l'esprit du dispositif, je vous dirais que non, mais par contre, la lettre du décret dit que oui. Vous pouvez bénéficier de cette aide de 1 500 €. Donc, il y a une autre question qui a été posée à Pauline en privé. Donc, je me permets de la lire et Pauline, tu donneras ta réponse. C'est une question qui, à mon avis, concerne pas mal de personnes d'entre nous. Est-il possible de prévoir des durées d'allocation partielle différentes en fonction des salariés? Exemple, 50% du temps de travail pour un salarié et 40% pour un autre, etc. Merci d'avance. Donc, Pauline. Donc oui, c'est possible. Après, il faut faire attention parce qu'il faut pouvoir le justifier. Je vous donne un exemple. Je discutais avec un ami cette semaine qui était confronté. C'était une entreprise de service à la personne. Et en fait, il me posait la question, il ne savait pas trop quoi faire parce que certains clients refusaient que les personnes viennent pour leurs tâches à domicile, d'autres clients non. Et il m'a dit, mais du coup, je fais quoi? L'idée, c'est de pouvoir le justifier. Si j'ai des tâches qui sont faites, là en l'occurrence, Pauline. Allô. Un problème de liaison là. Ah, alors, zut. C'est bon, on t'entend mieux. Oui, alors mon ordinateur me dit que ma connexion est instable, effectivement. Donc, dans l'absolu, oui. Par contre, attention, petit 1, à pouvoir le justifier. Ce salarié-là, c'est tant de pourcentage de son temps de travail ou c'est telle activité. Et là, il y a besoin de le mettre en activité partielle parce qu'il n'y a plus de travail, il n'y a pas de possibilité de télétravail. Par contre, pour ce salarié-là, c'est différent. Toujours faire attention, par contre, faire attention à l'égalité entre les salariés. Il faut pouvoir justifier qu'on n'applique pas le même régime à l'un ou à l'autre du salarié. Ok. Est-ce que la personne qui a posé cette question veut réagir? Moi, je ne sais pas qui c'est, donc je ne peux pas activer le micro. Ah, Émilie, je t'ai vu. Oui, bah, c'est parfait, c'est ma question. C'est parce qu'en fait, du coup, moi, je suis à une association qui s'appelle Migration Santé Alsace. Et en fait, on a des interprètes qui interviennent donc dans le domaine social et médical. Et du coup, on a des baisses qui ne sont pas les mêmes en fonction des langues. Du coup, on a une baisse d'activité qui est différente et je ne savais pas si on pouvait faire des taux différents en fonction des langues notamment. Et du coup, merci beaucoup pour votre réponse. Ça répond. Ok. De fait, c'est un critère qui est vraiment objectif là en plus, donc pas de souci. Vous pouvez même mettre certains salariés en activité partielle et d'autres non.
Il y avait une autre question du coup de Café Contact. Alors, j'ignore votre prénom, mais je vous ai désactivé votre micro. Vous pouvez poser votre question. Oui, bonjour. Vous m'entendez, Paul Landowski? Oui, Très bien. Café Contact de l'emploi. Alors, enfin, c'est plus une question générale pour différents secteurs d'activité, dont le monde associatif. Les associations sont souvent de taille moyenne, 2 salariés. Et ce que je crains, c'est que tous ces dispositifs soient compliqués. Et une fois de plus, c'est les petites structures qui vont pas avoir du mal pour essayer de monter des dossiers comme cela. Alors, les grosses structures associatives ont des gens compétents et tant mieux, ce sera moins dur pour elles. Alors, ma question, c'est de savoir s'il n'y a pas un service centralisateur qui pourrait permettre aux associations, notamment les toutes petites, de les fédérer, comme vous le faites très bien, pour fédérer ces réponses. Alors, les dossiers sont personnalisés, bien entendu, mais je crains qu'une fois de plus, là, ils ont monté le système qu'on a en place va monter des dossiers, mais hyper compliqués. Et les structures de 2 salariés dans le monde de l'associatif, on n'a pas les moyens humains pour ça. Nous et d'autres, là je parle pour plein d'autres. Merci. alors Pauline ou Marjorie? De toute façon, c'est la complexité. On est sur des dispositifs, comme le disait Marjorie, qui restent assez imprécis. Parce qu'on en discutait avant tout à l'heure. Là, on a parlé de 70% de baisse de chiffre d'affaires, par exemple, maintenant, sur la communication gouvernementale. On parle de 50%. Enfin, on est vraiment, on tâtonne. Après, il ne faut pas hésiter à prendre contact, notamment là, pour l'activité partielle, il faut prendre contact avec la directe. Je pense que pour l'aide, il va falloir prendre contact avec les services des impôts. Alors, je vous conseille plutôt par mail, parce que par téléphone, à mon avis, là, c'est complètement saturé. Il ne faut pas hésiter, au moins pour votre association, éventuellement, à prendre contact avec Crésus, avec moi, parce que nous, on peut aider aussi dans ce cadre-là. Par contre, je suis assez d'accord. Quand je vois comme nous, juristes, on est complètement dans les dispositifs, j'entends bien que des petites associations vont être complètement perdues. Et effectivement, comme disait Jean Rivera, du coup, il y a également les maisons des associations et la CRES qui peuvent être un soutien et une aide. Marjorie, tu voulais réagir aussi? Oui, je voulais réagir. Alors, effectivement, pour tout ce qui est chômage partiel, c'est très compliqué. Et un avocat ou un expert comptable aussi peuvent éventuellement vous aider ponctuellement sur ça. Outre la directe, et toutes les administrations sont en sous-effectif et sous l'eau en ce moment. Donc, pour l'aide de 1 500 €, on a une fenêtre de tir jusqu'au 30 avril de mémoire pour déposer la demande. Sachant qu'au moins pour cette aide de 1 500 €, la démarche est très simple. Enfin, je voyais des consoeurs qui peuvent en bénéficier, qui ont fait la démarche par simple mail dans cet espace personnel impôts.gouv.fr. Donc, apparemment, même le non-initié en termes financiers et de démarche y arrive assez simplement. Après, si vous êtes comme Cécile, par exemple, à la limite d'être sûr ou pas d'en bénéficier, il y a toujours l'aléa de se faire retoquer après coup. Mais peut-être que ça vous a permis de survivre pendant un mois. Je pense qu'ils seront assez sympathiques pour vous donner des délais de remboursement si effectivement vous étiez amené à ne pas être dans les clous totalement. Effectivement, toutes les mails à conserver précieusement. Ça, c'est indispensable pour montrer votre bonne foi sur ces dispositifs-là. Voilà. Il y a également Nicolas du coup de la CRES qui, dans les commentaires, nous met le lien association.gouv qui nous signifie que le médiateur des entreprises est ouvert également aux associations. Donc, il y a ce lien à venir chercher dans le module conversé. Est-ce qu'il y a d'autres questions, des gens qui veulent lever la main pour poser leurs questions? Il y a une petite page. Alors, il y a Jean Rivera. Je vous débloque votre micro. Vous pouvez parler, Jean. Oui, merci. Je voudrais savoir Oui, très bien. Je voudrais savoir pour les auto-entrepreneurs comme moi, les coachs, est-ce qu'on est éligible pour les 1 500 € et quelle est la démarche? Parce que jusqu'à maintenant, le seul contact que j'ai avec l'administration, c'est quand je fais ma déclaration tous les trimestres à l'URSSAF. Alors, est-ce qu'on est éligible? Et deux, comment? Merci. Encore une fois, tout le monde
tous les auto-entrepreneurs sont éligibles, effectivement. Ce n'est pas parce que vous ne faites pas de déclaration de TVA, que vous faites juste des déclarations trimestrielles à l'URSSAF que vous n'êtes pas éligible à ce dispositif-là. Et c'est assez simple, vous allez sur votre espace particulier, comme vous allez vérifier pour votre taxe d'habitation, pour votre prélèvement à la source, c'est le même espace là sur gouv.fr. En haut à droite, vous avez espace particulier ou espace professionnel. Vous cliquez sur espace particulier, vous mettez votre identifiant, votre mot de passe et à l'intérieur, vous avez un onglet messagerie. Vous cliquez sur l'onglet messagerie et ensuite, vous avez une liste déroulante de sujets. Et un des derniers sujets, c'est aide Covid-19. Et c'est par ce biais-là que vous faites votre demande. Il y a ensuite un formulaire qui se génère où vous avez à remplir les conditions. Voilà. Est-ce que vous êtes interdit ou pas d'ouverture? Bon, si vous êtes prestataire de services, de conseil, donc vous n'avez pas de fermeture administrative en elle-même. Donc après, vous devez remplir votre chiffre d'affaires de mars 2019, votre chiffre d'affaires de mars 2020. Ils vous calculent la baisse de chiffre d'affaires. Ils vous disent oui ou non en fonction de vous êtes plus de 70 ou moins de 70% de baisse. Voilà. Donc ça, c'est assez simple. Moi, du coup, je me permets de vous partager aussi mon écran parce qu'avec le Move, on met en place du coup ces webinaires 2 fois par jour, mais on a aussi une boîte à outils qui est mise à jour heure par heure. Donc, vous la trouvez dans le site move.org à la page Help Room, cellule d'aide en français. Donc, avec cette hotline qui, je pense, permettra à pas mal d'entre vous de répondre à des questions parce que Marjorie, notamment, en fait partie. Nous avons regroupé pas mal d'experts et d'expertes. Vous pouvez prendre un rendez-vous sur Calendly. Donc, Marjorie est là d'ailleurs. Elle est disponible le mardi de 17h à 19h. Vous avez d'autres avocats et avocates. Vous avez des directeurs de développement commercial, financement. Élodie Ledra, je la connais bien de Alsace Lorraine Active. Donc, vous pouvez prendre rendez-vous avec ces experts et expertes pour vos questions vraiment avec un accompagnement individuel. Il y a cette boîte à outils dont je vous parlais tout à l'heure, donc avec heure par heure les dernières actualités donc concernant les gérants, les indépendants. Vous avez les mails, vous avez les sites internet. Ça, je vous mettrai dans le lien de l'email que je vais vous envoyer à la suite de notre échange. Vous avez les soutiens financiers régionaux avec, on en parlait là direct, tous les numéros de téléphone et les mails. Ça, c'est à votre dispo. Bon, ça, c'est pour vivre et travailler confiné. Ça peut servir aussi. Voilà. Donc, ça complète un peu ce que disait Marjorie, qui est d'ailleurs, je le remets là, disponible le mardi de 17h à 19h. Donc, pour un accompagnement un peu plus personnalisé. Il reste 3 minutes si on se tient à ces… je vous ai dit, c'était un webinaire 100% Strasbourg. Donc, on maintient les horaires par chez nous. Donc, on s'était engagé jusqu'à 17h. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on puisse clôturer? S'il n'y a plus de questions, moi, je peux continuer à vous partager mon petit écran en vous montrant ce qu'on met en place avec le Move. Ça ne vous dérange pas. Du coup, il y a évidemment les pages Facebook régionales. Donc, le Move Grand Est, le Move Bourgogne-Franche-Comté, le Move Auvergne-Rhône-Alpes, etc. Cette boîte à outils qui est mise à jour régulièrement. Et là, je vais vous mettre cette dernière slide avec les adresses mail de mes collègues. Donc, vous avez Marjolaine pour ceux qui viennent de Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Côte d'Azur, Marine à Léon pour la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie. Je ne sais pas si parmi nous, il y en a. Et Valentin pour les adhésions, ceux qui souhaitent rejoindre le Move. Il est à votre dispo. Je vois qu'on pose une autre question. Voilà. Et donc, il y a Nicolas qui est de la Cresse. Est-ce que Nicolas de la Cresse a des infos à nous partager? Les dernières actualités de la Cresse, je te désactive ton micro parce que tu nous as bien aidé. En fait, on avait trois experts aujourd'hui pour notre webinaire.
Non, non, moi, je ne suis pas de la Crète Grand Est, hein, donc c'est de la Crète Nouvelle-Aquitaine. Donc, je relais un petit peu. Nous, on a une cellule de crise régionale en Nouvelle-Aquitaine avec l'État et la région hein, qui se réunit hebdomadairement pour mettre à jour les infos et surtout un questionnaire pour les structures pour faire remonter les besoins, notamment les besoins en fonds de trésorerie. Hein, je pense que c'est la plupart des difficultés rencontrées par les acteurs, notamment par les acteurs comme les structures qui ont moins de 5 salariés. Et surtout les mouvements d'éducation populaire qui font face à une baisse d'activité quasiment totale, hein, puisqu'ils ne font pas mal de face à face. On peut citer par exemple la Ligue de l'enseignement. Donc nous, en fait, on relaie sur notre site tout ce dont tu viens de parler, Éloi, les liens vers les structures et les personnes ressources. Donc après, on avance pas à pas, comme à peu près tout le monde, quoi. Donc je fais que transférer ce que je peux savoir actuellement, quoi. Parfait. L'exemple de la couveuse est aussi à souligner, parce que c'est vrai que les coopératives d'activité d'emploi, ça va être assez compliqué. Donc, je ne sais pas du coup quel va être un peu le soutien aux coopératives et aux entrepreneurs salariés. Du coup. Donc, c'était une bonne question en fait là-dessus. Et du coup, elle sera peut-être résolue dans un prochain webinaire. Je pourrais vous partager du coup l'agenda des autres webinaires qui sont là. Là, on est le 31. Mais je vous partage une dernière fois mon écran. Donc là, c'était le seul de la journée. Vous avez rendez-vous le 2 avril à 11 h pour repenser son plan de financement pour faire face à la crise et préparer la reprise avec BNP Paribas. La trésorerie jeudi également à 14 h avec ODS. Paloit avec cadrer son projet digital en mode remote sans partir en live. Bon, voilà, ça peut aider. Et à 11 h, mettre en place un management et une organisation à distance efficace. Alors, on essaye de vraiment balayer toutes les problématiques que traversent les entrepreneurs. Vous pouvez nous partager vos idées parce que je vais vous mettre un petit questionnaire de satisfaction, enfin de remontée à la fin. Si vous voulez qu'on parle de comment décompresser en période de confinement et quand on nous parle de sujets un peu anxiogènes, compliqués, on peut tenter un webinaire comme ça aussi. Si parmi vous, il y a des experts, des expertes qui veulent participer, revenez vers moi. On peut animer d'autres sessions ensemble. Et voilà, moi en tout cas, moi j'aime bien faire ça parce que c'est vrai que j'ai signé au Move pour rencontrer des gens et les voir, etc. Mais là, on arrive à trouver un bon compromis quand même malgré ce confinement. Donc, merci beaucoup à Marjorie et Pauline. Merci à Nicolas pour ta présence. Je voulais juste rajouter qu'en Nouvelle-Aquitaine, il y a une plateforme d'aide du compte qui va être mise en place par le conseil régional. Du coup, les associations notamment pourront effectuer des demandes du coup directement sur cette plateforme. Voilà, c'est en Nouvelle-Aquitaine, je ne connais pas les autres régions, mais ça va être opérationnel d'ici très peu de temps. Génial. Eh ben, merci beaucoup. Il y a aussi Cécile du 54 qui nous dit qu'il y a un webinaire de la BPI le 27 mars, qui était du coup. Ah, pardon, vous pouvez revisionner apparemment ce webinaire qui est dédié à cette problématique des micro-entreprises, des couveuses d'entreprises et des éligibilités aux aides du Fonds d'État. Ok, génial. Un webinaire qui a eu lieu le 27, mais qui est visible bien sûr sur le site de la BPI-Création. Ok, et effectivement, j'ai animé avec Marjorie et Pauline qui étaient là aussi un webinaire la semaine dernière sur les difficultés de trésorerie en période de crise. Donc, c'était avec la Caisse d'épargne et Maxime de Crésus, justement, qui aborde un autre volet de comment est-ce qu'on gère notre trésorerie en ce moment avec une semaine de retard, parce que ça change pas mal en ce moment, mais vous pourrez le visionner. Il est sur la page helproom du move.org. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi, en tout cas, c'était chouette. Je vous envoie ce petit mail. N'hésitez pas à revenir vers moi et à profiter des autres webinaires. Merci. Voilà. Bonne santé à vous. Restez pas seuls quand même. Et à très bientôt. Au revoir. Merci. Merci.